Séance du 23 novembre 2011 concernant la devise républicaine de la France, deuxième partie. Vous vous souvenez que j'avais terminé la première partie en soutenant cette idée que la devise de la France comporte un aspect de dissymétrie créé par la rupture entre, d'une part, le couple liberté-égalité, et d'autre part, la mention de la valeur et vertu donc de fraternité. Et j'avais annoncé, pour ce qui suit, c'est-à-dire pour ce que je commence maintenant, la démonstration, c'est du moins ce à quoi je vais m'efforcer, de cette thèse qu'il existe entre liberté et égalité un rapport de réciprocité. C'est donc le titre de cette deuxième partie de mon examen de la devise républicaine, réciprocité de la liberté et de l'égalité. Alors précisons tout de suite ceci, que la compréhension exacte du sens précis de cette devise républicaine exige, ou du moins je ne vois pas le moyen de faire autrement, de suivre avec une extrême attention le réseau des concepts et des affirmations qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, nous allons parcourir ce cheminement qui ne coïncide d'ailleurs pas forcément avec l'ordre dans lequel se présentent les articles. Je rappelle que le but que je me suis donné dans ce cours, c'est la compréhension de la devise républicaine et que par conséquent, je me livre ici exclusivement à une explication de la devise. Ça ne m'empêchera pas de temps en temps de faire quelques petites digressions ou d'aller un peu plus loin, au-delà de cette simple visée d'explicitation. Et enfin, cela reste le fil conducteur de mon exposé. Et par conséquent, je vais chercher à approcher au plus près l'inspiration commune à ceux qui, en gros, depuis la Révolution française, ont conçu ce principe, puis l'ont défendu contre ceux qui l'ont contesté. Alors, premier point de cette deuxième partie, quelle liberté? De quelle liberté parle-t-on? Si nous nous reportons à la déclaration de 1789, nous nous apercevons que le mot liberté figure 3 fois. À l'article 1er, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». À l'article 2, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » À l'article 4, il est dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cet énoncé de l'article 4 a toutes les apparences d'une définition de la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cela ressemble, à s'y méprendre, à ce qu'on appelle une définition en bonne et due forme. Or, il vaut mieux être tout de suite averti que si l'on considérait cet énoncé comme une définition substituable au mot liberté à chaque fois que ce mot se présente, ce qui est théoriquement le statut d'une définition. Lorsque j'ai produit la définition d'un terme, je suis toujours autorisé à remplacer ce terme par sa définition. J'allongerai l'énoncé, mais je ne changerai rien à son contenu. Or, précisément, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que je ne peux pas, lorsque je reviens à l'article 1, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », je ne peux pas donner à l'adjectif « libre » le sens qui correspond à la définition, si c'en est une, produite
à l'article 4. En vérité, dans ces 3 articles, le mot de liberté revient à chaque fois en un sens différent. Il faut d'ailleurs que ce soit un sens différent pour que, à l'article 1, la liberté soit présentée sous la forme d'un constat formulé au présent de l'indicatif, c'est-à-dire sous la forme d'un présent de vérité générale. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est la présentation d'un fait qui peut être considéré comme acquis. Je vais y revenir très prochainement. Tandis qu'à l'article 2, la liberté est présentée comme un droit. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Donc la liberté est ici présentée comme un droit. À l'article 4, nous avons autre chose, puisque nous avons la présentation, la définition de la liberté comme d'un pouvoir. Alors bien entendu, avec l'ambiguïté que comporte ce substantif pouvoir, le pouvoir de. Parce que le pouvoir de, cela peut renvoyer au verbe pouvoir dans les 2 sens qu'il a très communément en français, à savoir une possibilité, je peux ou je ne peux pas, par exemple, soulever un poids de 50 kg, mais il peut aussi renvoyer à la permission, à l'autorisation, à ce qui est licite. Je peux, par exemple, payer mon tiers provisionnel jusqu'à telle date. Bon, je ne peux plus, je n'ai plus le droit de le payer au-delà de cette date. Bien. Alors, nous avons donc affaire à 3 sens différents. Il nous faut donc explorer d'abord les significations différentes de cette idée de liberté. Et encore, ne pourrais-je le faire dans un premier temps que pour les 2 premières. Quant à la 3e, celle qui est mentionnée à l'article 4, elle ne pourra être élucidée qu'un peu plus tard. Alors, la liberté est d'abord présentée comme un fait de nature. C'est la première signification du terme. La liberté apparaît dans l'article 1 comme un fait de nature. Je vais expliquer ce que j'entends par là, ou plutôt ce qui me semble être entendu dans l'article 1. Je l'ai dit, l'énoncé de l'article 1er est au présent de l'indicatif, qui est ici, me semble-t-il, un présent de vérité générale. Ça veut dire que l'article 1 ne définit pas un idéal, il ne formule pas une exigence, il n'énonce pas un devoir-être auquel il faudrait s'efforcer, travailler à rendre réel. On énonce dans l'article 1 un fait, que la liberté est une propriété, une qualité qui est attachée à l'homme dès sa naissance et attachée de telle façon qu'elle ne puisse lui être ôtée, ce que signifie le verbe neuber. Voilà. Donc, ce qui nous est présenté ici, c'est le fait que l'homme est doué de liberté et pourvu de cette propriété, de cette qualité qui s'appelle la liberté, et que cette qualité lui est inhérente ou attachée de telle façon qu'il n'est pas possible qu'il la perde. Naissent et demeurent libres, égaux en droit. Alors, je vais commencer par ce 2e aspect, demeure. C'est le sens, dans l'article 2 de la déclaration, de l'adjectif imprescriptible. Il est question des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Je m'occuperai plus tard de la référence à la nature, qui évidemment ici est tout à fait capitale. Mais qu'est-ce que veut dire imprescriptible? Ça, c'est un adjectif dont vous pourrez constater en faisant un petit sondage autour de vous, et y compris peut-être en vous, dont vous pourrez constater que quasiment personne n'en connaît le sens. On vous donnera des réponses assez vagues. Oh oui, prescrire, ça veut dire supprimer, donc imprescriptible qu'on ne peut pas supprimer. Il faut être beaucoup plus précis que ça. L'adjectif imprescriptible a un sens tout à fait précis qui est justement en relation avec cette idée d'un droit qui demeure, quel que soit le temps qui passe, quelle que soit
les circonstances. Car, en général, on connaît quand même la signification de l'idée de prescription en droit. Aujourd'hui, on entend suffisamment parler d'un certain nombre de délits et de crimes à propos desquels il est régulièrement suggéré, proposé d'en finir avec ce qu'on appelle le délai de prescription. Vous savez qu'un délit ou un crime est prescrit à partir du moment où la durée écoulée, un certain temps qui s'est écoulé, a rendu caduque toute possibilité de poursuite. On ne peut plus poursuivre au bout d'un certain délai qui est bien sûr déterminé par la loi, qui est fixé par la loi, on ne peut plus poursuivre un délit ou un crime. Et vous savez qu'on entend aujourd'hui des voix s'élever, et de toutes parts. Hein. C'est très insistant en ce moment, des voix s'élever pour qu'un certain nombre d'infractions deviennent imprescriptibles. Aujourd'hui, l'imprescriptibilité en matière de droit ne concerne que les crimes contre l'humanité. C'est depuis 1968 que les crimes contre l'humanité, qui ont été définis à Nuremberg en 1945 au moment du procès des quelques dignitaires nazis qu'on a pu juger à ce moment-là, c'est en 1968 que la notion d'imprescriptibilité s'est imposée pour les crimes contre l'humanité. Mais seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Or, on suggère aujourd'hui d'en finir avec le principe de la prescription pour un certain nombre de crimes ou de délits, en particulier à caractère sexuel, l'inceste ou, par exemple, la pédophilie. Alors, là, je fais une petite parenthèse. C'est une occasion où, comme je l'ai dit précédemment, je m'autorise à aller un peu plus loin que l'explication de la devise. Là, je fais une parenthèse pour dire qu'il va falloir que nous agissions avec une très grande prudence si nous envisageons de supprimer cette idée de prescription de certains délits ou crimes dans des cas particuliers. Parce que la prescription est, pour une multitude de raisons sur lesquelles je ne m'étends pas ici, mais que vous expliqueront très clairement les juristes, la prescription est un aspect absolument fondamental du droit. Je dirais c'est un pilier du droit, la prescription. Et on n'a pas institué la prescription dans le droit français pour la simple raison qu'il deviendrait au bout d'un certain temps trop difficile, trop compliqué techniquement d'établir par exemple des faits ou de juger a posteriori. Pas du tout. La prescription a une importance absolument décisive et en droit, et je suis extrêmement méfiant, je dois vous dire, et très réticent face à ces propositions qui se multiplient de déclarer imprescriptibles, par exemple, les crimes d'inceste, pour cette raison qui ne me paraît pas du tout une raison suffisante, pour cette raison que, par exemple, étant donné qu'ils ont été commis dans l'enfance, ils ne sont révélés que beaucoup plus tard par leurs victimes. Mais enfin, c'est une discussion dont je ne dis pas qu'elle ne doit pas avoir lieu. Elle doit avoir lieu, mais si des modifications se font, elles devront être faites avec beaucoup de prudence. On ne parle pas de prescription, de délai de prescription, seulement à propos des délits et des crimes. Vous savez peut-être, enfin un certain nombre d'entre vous savent assurément, qu'un droit dont on n'a pas usé, dont on n'a pas joui pendant une certaine durée, ici aussi fixé clairement par la loi, est un droit qu'on perd. Par exemple, le droit de propriété. Si vous laissez une personne occuper, par exemple, un terrain ou un logement pendant une certaine durée. Je crois qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était 30 ans, on parlait de prescription trentenaire, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je ne suis pas juriste, donc renseignez-vous, mais lorsque vous laissez une personne jouir, user, profiter, travailler par exemple, ou modifier un terrain ou un bâtiment sans faire opposition, vous qui êtes légitimement propriétaire, vous qui êtes propriétaire légal, si vous ne faites pas d'opposition à cette jouissance continue d'un bien pendant une certaine durée, vous en perdez tout simplement la propriété ou bénéfice de celui qui a exercé cette jouissance et qui a occupé ce bien, qui en a profité, qui l'a transformé, etc., qui a cultivé une terre, par exemple. Il faut savoir cela. Il y a donc un délai de prescription. La prescription, c'est donc l'idée de prescription, c'est l'idée d'un droit qui est perdu, qui s'efface en raison
pour la simple raison du temps qui passe, sans autre cause que une certaine durée de temps qui s'est écoulée. Eh bien, qu'est-ce qu'un droit imprescriptible? Un droit imprescriptible est un droit qu'on ne perd pas du simple fait de ne l'avoir pas exercé. Car après tout, je peux posséder un droit, ignorer que je le possède, et pour cette raison, ne pas l'exercer. C'est précisément à cela que pensent les constituants de 1789 lorsqu'ils font figurer l'article imprescriptible et lorsqu'ils font figurer le verbe demeurer dans l'article 1, c'est à cela qu'ils pensent. C'est en particulier par exemple aux esclaves des colonies qui, certainement pour l'immense majorité d'entre eux, et même peut-être pour la totalité d'entre eux, ont ignoré les droits qui étaient les leurs, puisque si précisément en 1789, on les déclare, ces droits, si on les déclare, c'est pour les faire connaître à ceux qui les ont toujours ignorés, y compris d'ailleurs ceux qui profitaient de l'ignorance de ceux que, par exemple, ils dominaient ou exploitaient ou opprimaient. Il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme n'est pas la création des droits de l'homme. Pas du tout. Ce n'est pas un texte par lequel on institue des droits de l'homme. C'est un texte par lequel on énonce quelque chose qui, de toute éternité, a toujours existé. J'y reviendrai. Et ça, c'est lié à l'idée de droit naturel. Mais là, nous sommes évidemment en présence d'un aspect extrêmement important de la déclaration et qui est inséparable de l'idée de liberté dans l'esprit des constituants et par conséquent dans la devise républicaine. L'imprescriptibilité de la liberté, cela signifie que tout homme est libre et le reste, y compris si pendant des décennies, y compris d'ailleurs pendant sa vie entière, il n'a pas joui de ce droit, même s'il ne l'a pas exercé. C'est un droit sur lequel, si vous voulez, le temps n'a pas de prise. Exactement comme aujourd'hui les crimes contre l'humanité. Alors voilà ce que veut dire droit imprescriptible. Or, cette notion d'imprescriptibilité, qui est donc liée, on le verra, au caractère naturel, elle a un autre versant qui alors n'est pas indiqué dans l'article 2 de la déclaration, ce qui est un petit peu surprenant d'ailleurs. Cet autre versant, c'est, après l'imprescriptibilité, c'est l'inaliénabilité. Les droits humains sont inaliénables. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, ce n'est pas dit. C'est curieux que ce ne soit pas dit parce que le texte de la déclaration de 1789 est un texte absolument parfait. C'est une réussite tout à fait stupéfiante compte tenu des conditions, notamment matérielles, dans lesquelles ce texte a été élaboré. Il ne faut pas oublier qu'il a été produit par une collectivité d'hommes dans des conditions matérielles très défavorables, hein, des salles qui n'étaient pas du tout prévues, ni disposées, ni conçues pour un débat à plusieurs, et dans la précipitation. Il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte inachevé parce qu'il a fallu se mettre dardard à la rédaction d'une constitution pour la France, la constitution de 1791. Et il est très surprenant que dans son inachèvement, et compte tenu des conditions dans lesquelles il a été élaboré, ce texte ait atteint un tel niveau de perfection qu'à mon avis d'ailleurs, je le dirais, je le dis à mes risques et périls, mais je pense que ce niveau de perfection est supérieur à celui de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Cet autre versant, c'est donc l'inaliénabilité. C'est curieux que, alors je vais expliquer ce dont il s'agit dans l'inaliénabilité, c'est curieux que la déclaration ne le mentionne pas ici à l'article 2, elle aurait dû dire la conservation des droits imprescriptibles et inaliénables de l'homme. C'est curieux qu'elle ne le mentionne pas parce que c'est un point sur lequel Jean-Jacques Rousseau insiste dans le contrat social de façon très explicite, plus explicite même que sur l'imprescriptibilité. Il détaille cet aspect de l'inaliénabilité et même il lui consacre un chapitre dans lequel il traite
d'un prétendu contrat d'esclavage. Il dit ceci, voilà, parce que, disons ce que veut dire inaliénable. L'inaliénabilité, c'est l'impossibilité d'aliéner quelque chose, c'est-à-dire de s'en séparer, de le céder ou de le vendre. Aliéner un bien, en droit, aliéner un bien, c'est le donner ou le vendre. Ce que vous ne faites pas si vous le louez, par exemple, parce qu'il ne passe pas à l'alius, à l'autre, il ne devient pas alienus, en latin, étranger. Donc, aliéner un bien, c'est s'en séparer. Eh bien, lorsqu'on dit par exemple que les biens de la République sont inaliénables, lorsqu'on parle par exemple d'un bien inaliénable, ça veut dire que, par exemple, l'État n'a pas le droit de le vendre. L'État peut vendre certains biens, il peut vendre par exemple certaines terres, il peut peut-être vendre certains bâtiments, mais il ne peut pas les vendre tous. Il y a des biens qui sont inaliénables. Eh bien, la liberté est une propriété, ce n'est pas un bien, attention, parce qu'on n'est pas dans l'ordre de l'avoir, mais c'est une propriété, une qualité inaliénable. Cela veut dire que je ne peux pas m'en dessaisir. On ne peut pas d'abord m'en dessaisir, personne ne peut déclarer de son fait, voilà, cette personne humaine n'est plus libre, mais moi-même, je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas moi-même le pouvoir de me séparer de ma propre liberté. Par exemple, dit Rousseau, sous la forme d'un contrat, au terme duquel je déclarerai ceci, que je renonce à ma liberté d'humain en échange de biens, en échange de services que je préfère à cette liberté, que finalement, qui m'intéresse davantage que le fait de jouir de cette liberté. Par exemple, je me ferai esclave de quelqu'un, c'est-à-dire juridiquement sa propriété, je me ferai esclave de quelqu'un en échange eh bien, d'un entretien. Voilà, cette personne s'engagerait à me nourrir, à me loger, à me blanchir, à me vêtir, etc. Et en échange de quoi, je lui donnerai ma liberté et je lui en rendrai l'entière, l'intégrale disposition. Ça, dit Rousseau, ce n'est pas que c'est mal, ça n'est pas que c'est interdit par la morale, c'est que c'est tout simplement impossible. Et pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que c'est contradictoire dans les termes. Réfléchissons. Si je dis à quelqu'un, en échange de tel ou tel service, je te donne l'entière disposition de moi-même, vous le libérez de ce fait même, par les termes du contrat, par le fait de lui avoir remis votre liberté, vous le libérez des obligations auxquelles il s'était engagé en contrepartie de recevoir cette liberté. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligé à rien envers une personne qui n'est plus une personne douée de liberté. Vis-à-vis de celui qui m'a fait cadeau de sa liberté, je ne peux plus être engagé à rien du tout en vertu même de la nature du cadeau qu'il m'a fait. Et par conséquent, cette idée d'un contrat d'esclavage est une idée absurde et un tel contrat serait évidemment nul et non avenu par le fait même d'avoir été conclu. En général, ce qui rend nul un contrat, par exemple de mariage, c'est un fait extérieur au contrat lui-même. Vous êtes déjà marié, si vous vous mariez une deuxième fois, le second mariage, si le premier n'a pas été dissous, le second mariage est nul, il n'existe pas. Tandis qu'ici, dans un contrat d'esclavage, c'est le contrat lui-même qui s'annulerait de lui-même. Et donc, la liberté est une propriété, une qualité inaliénable, pour la même raison que c'est une qualité imprescriptible, c'est qu'elle est inhérente à ma nature. Si les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, cette liberté qu'ils possèdent, dont ils sont titulaires, si vous voulez, cette liberté, ils ne peuvent pas, il leur est impossible, et pas seulement interdit, mais il leur est même impossible de s'en dessaisir. Le voudrait-il qu'il ne pourrait être séparé de cette propriété, la liberté. Alors maintenant, intéressons-nous à l'autre terme de l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils naissent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'êtres humains qui naissent libres? Je fais une petite parenthèse, je viens de dire êtres humains alors que l'article dit homme. Je reviendrai sur cette question, bien entendu. Et
Et ce n'est pas une petite question que de savoir ce que signifie ce fait, quel sens et quelle portée il faut accorder à ce fait que les humains sont ici désignés par le terme qui représente la moitié de l'humanité, à savoir la moitié masculine. Et j'y reviendrai plus tard. Et comme je disais, ce n'est pas tout à fait le centre de ma préoccupation ici dans ce cours, mais j'en parlerai tout de même. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette idée d'êtres humains qui naissent libres? Car on ne voit vraiment pas de quelle liberté il serait possible de parler pour un humain nouveau-né. De quelle liberté un humain nouveau-né jouit-il? Il n'y a rien de plus dépendant, il n'y a rien de plus asservi, en un sens, à ses parents, notamment aux adultes en général, qu'un nouveau-né. Il ne jouit d'aucune liberté. On aurait envie de dire que bien des animaux non humains jouissent d'une liberté plus grande que celle du nouveau-né, au moins la liberté d'aller et venir. Votre chien, il peut se balader un peu partout dans le village ou dans la campagne, ce qu'un enfant de 3 mois ne peut en aucune façon faire. Alors, pour comprendre ce que signifie cette idée d'une liberté innée, il faut faire un peu d'étymologie. Je l'ai dit plus d'une fois, jamais l'étymologie ne vous livrera quelque secret que ce soit sur les choses que désignent les mots. Mais elle peut vous indiquer des pistes. On ne résout pas les questions de philosophie, on ne répond pas aux questions de philosophie à coup d'étymologie, mais ça peut indiquer des directions intéressantes pour la réflexion. Eh bien, ici, c'est l'étymologie qui va nous donner la clé de ce que signifie ici cette idée d'une liberté innée. Naître, naître se dit en latin nascor, N-A-S-C-O-R, nascor, c'est le verbe naître, enfin plutôt ça veut dire je nais, et ce mot latin dérive d'une forme plus ancienne, une forme primitive, gnascor, il suffit d'ajouter un G en première lettre du mot, gnascor, qui laisse apparaître une racine indo-européenne, la racine gne, GN, écrivez ça GN, la racine gne, qui est une racine indo-européenne qui signifie très généralement engendrer ou naître. Et en grec, ça va donner génos, qui veut dire naissance, descendance ou race. Je vais énumérer, et vous les trouverez sur mon blog, la liste, j'ai fait figurer la liste sur mon blog, je vais énumérer quelques termes qui, en français, dérivent de cette racine latine nascor et du grec génos, donc de cette racine indo-européenne, gne, qui signifie la naissance, l'engendrement. En voici quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive. Les gens, les braves gens, les gentils au sens où ça a désigné longtemps les païens, génération, progéniture, congénère, indigène, origine, germe, bourgeon, génital, général, dégénéré, régénéré, génie, ingénieux, généalogie, génétique, eugène, étymologiquement bien né, généreux, germinal, gendarme. Et pour ce qui vient plus directement du latin, nascor, aîné, naïf, qui forme un doublet en français, ce que les linguistes appellent un doublet avec natif, naïf, natif. Noël, la nativité. Nation, donc nazi, etc. On pourrait encore allonger la liste. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la liberté est inscrite dans la nature de l'homme, puisque nature est aussi le mot qui vient de cette racine latine, nascor. Et c'est comme ça qu'il faut entendre que les droits naturels sont innés. Ils sont innés parce que si j'ai affaire à la naissance à un humain
cet humain est porteur, même si ce n'est qu'en puissance, de toutes les virtualités de son espèce, de ce qui n'est pas encore pensé d'ailleurs à l'époque de la Révolution comme une espèce, mais plutôt plus directement comme le genre humain, même si on commence à parler sérieusement, scientifiquement d'espèce. Mais on parle de genre humain, bien avant que le mot genre ne désigne cette moitié de l'humanité caractérisée par, alors justement, des propriétés qui s'apparentent à ce qu'on appelle le sexe, mais qui s'en distinguent, mais ça c'est une autre question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc, cette idée d'une naissance, d'un caractère inné de la liberté? Ça signifie ceci que sans doute, un nouveau-né n'est pas libre du tout. Il est privé de toutes les possibilités attachées à ce que nous appelons la liberté en tant que nous l'attachons à la nature humaine. Mais ce n'est pas une objection dirimante, ce n'est pas une objection rédhibitoire, parce que ce qui manque à ce nouveau-né, ça n'est que d'avoir développé les potentialités d'une humanité qui est là. Personne ne doute quand deux êtres humains se sont mis ensemble pour en procréer un troisième, dont nous savons par expérience, parce que nous l'avons constaté depuis la nuit des temps, dont nous savons qu'il va devenir, il suffit de laisser passer du temps et de lui apporter un peu de soin pour qu'il devienne, si Dieu le veut, un être humain accompli. Il porte donc en lui tous les germes, toutes les potentialités, toutes les virtualités de l'humanité. Il est humain et par conséquent, là, tous les attributs, toutes les qualités, toutes les propriétés qui sont attachées à l'humain lui sont, dès la naissance, garanties. C'est ça que cela veut dire. Et c'est ça que nous apprend cette communauté d'étymologie, naissance-nature. Voilà, naissance-nature. Et d'ailleurs, vous avez dans ces deux idées de naissance et de nature, je dirais, une dimension commune qui fait peut-être l'essentiel de l'idée de nature, c'est ce qui vient d'abord, c'est ce qui vient avant, c'est ce qui précède toujours la nature. Notre naissance nous précède toujours, évidemment, individuellement. La nature nous précède toujours, tous. Dès avant notre naissance, elle est ce qui est toujours déjà là. Eh bien, la nature nous a fait, alors la nature, il faudra creuser bien sûr, il faudra préciser, il faudra discuter, mais la nature nous a fait libres, et dès lors que nous naissons tel ou tel, humain ou appartenant à une autre espèce animale ou végétale, dès lors que nous naissons, nous sommes porteurs des propriétés que nous a attachées la nature. Alors, la prochaine fois, je continuerai d'étudier cette idée de liberté pour, en particulier, expliquer en quoi et pourquoi les constituants se sentent autorisés à dire quel est un droit naturel de l'homme, donc inné. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.